La quête du petit pantin de bois, tome 5. Perceval et son ami Feu ont trouvé le pays enchanté, ainsi qu'un village extraordinaire. Ils ont visité de curieuses maisons, mais les visites ne sont pas terminées. Plusieurs personnes les attendaient. Enfin, pas seulement des personnes, des animaux aussi, mais pas des animaux ordinaires, des animaux avec un comportement d'humain. Une souris, un peu plus grande que la moyenne, une maman souris, constata Perceval en apercevant la petite créature accrochée aux jupes de sa mère, se détacha du groupe. « Voulez-vous visiter ma modeste demeure ?» demanda-t-elle. « Vous pouvez m'appeler Maman Loti, comme tout le monde le fait ici. Et cette petite coquine qui se cache dans mes jupes, c'est Cri-Cri. »« Elle est où votre maison ?» demanda Feu. Maman Loti désigna de sa petite main frêle la maison champignon qui avait attiré leur attention quelque temps auparavant. « Tu crois qu'il faut encore qu'on rapetisse pour entrer dans sa maison ?» susurra Feu à son ami. « Je crois bien que oui, » répondit de la même façon Perceval. « Ça devient lassant à force, » ajouta son ami. « Mais non, c'est amusant au contraire. Tu ne trouves pas ? Si tu le dis. » La maison de Maman Loti était à l'image de sa propriétaire, charmante, accueillante. Des tapis moelleux jonchaient le sol, des rideaux fleuris pendaient aux fenêtres, des bouquets de fleurs trônaient un peu partout. Il y avait beaucoup de chambres dans la maison de Maman Loti, car elle avait une nombreuse famille, et elle recevait volontiers ses cousins, ses cousines, ses amis. Quand la visite fut terminée, que les remerciements d'usage furent prononcés, les deux amis durent subir encore une fois le phénomène étrange du changement de taille. Pendant tout le temps que dura les visites de courtoisie de nos deux amis, le reste de la communauté n'était pas resté inactive. Une grande fête se préparait, accompagnée d'un gigantesque festin. On avait pour l'occasion sorti des tables. Chacun participait à sa façon à l'organisation de la fête à venir. Les uns apportaient soit des assiettes, soit des verres, soit des plats. Les tables furent bientôt garnies par toutes sortes de mets, prometteurs des plaisirs à venir. Sur l'une d'elles, on pouvait apercevoir des tonnes de friandises, des pâtisseries fumantes. Sur d'autres, des fruits tout aussi appétissants répandaient leurs odeurs sucrées. Sur une autre, c'étaient des boissons de toutes les couleurs qui attendaient les convives. Il y avait aussi des légumes dodus, alléchants, un régal pour les yeux comme pour les papilles. La nature généreuse pourvoyait à tous les besoins des habitants du pays enchanté, quelle que soit sa condition, sa race. Alors, la viande, telle qu'on la consommait dans le monde des humains, était inutile. Pas besoin de sacrifier un animal innocent pour satisfaire le plaisir de dévorer sa chair. Et c'était très bien ainsi. Quand tout fut prêt, quand les tables débordèrent de nourriture, deux musiciens efflanqués, costumés et maquillés pour l'occasion en clowns, firent leur apparition et s'installèrent dans un coin de la clairière, à droite du buffet. Deux autres musiciens, les bras chargés d'instruments, rejoignirent bientôt leurs compagnons. Eux aussi étaient costumés en clowns, si bien qu'on aurait pu les prendre tous les quatre pour des frères. La fête allait bientôt pouvoir commencer. Les spectateurs assisteraient au spectacle assis dans l'herbe. Ils s'étaient répartis en demi-cercle devant l'impressionnant buffet, créant ainsi une scène assez grande pour accueillir les artistes qui allaient se produire. Perceval et son ami Feu, comme tous les autres, s'étaient confortablement installés. On avait naturellement placé les plus petits devant et les plus grands derrière, si bien que tout le monde profiterait du spectacle. Tous les habitants du pays enchanté avaient été invités aux festivités. On attendait donc encore les retardataires, ceux qui venaient de loin, avant que ne commence vraiment la fête.
Quand les musiciens eurent accordé leurs instruments, une musique joyeuse, entraînante, emplit la clairière. L'un des musiciens encouragea les enfants à former une farandole et à entraîner leurs petits compagnons avec eux. Les enfants n'hésitèrent pas une seconde. Bientôt leurs rires, leurs chants résonnèrent dans la forêt tout entière. C'était un spectacle extraordinaire de voir tous ces enfants, toutes races confondues, rire et chanter leur joie. Bien sûr, Feu et Perceval furent eux aussi entraînés dans la danse. Puis les enfants rompirent leur farandole et s'égrenèrent comme une volée de petits moineaux, rejoignant soit leur famille, soit leurs amis. Maintenant que tout le monde était arrivé, que personne ne manquait, le spectacle allait commencer. On vit apparaître 2 personnages habillés comme des clowns. Ils portaient la même combinaison bouffante, imprimée de grands losanges, mais d'une couleur différente. Sur la combinaison de l'un, les losanges étaient d'une jolie couleur pastel. Sur l'autre, ils étaient noirs et blancs. Ils avaient autour du cou une collerette comme celle que porte Pierrot ou Colombine. À cause de l'étrange chapeau qu'ils portaient, on ne voyait pas leurs oreilles. Une queue fine, un peu comme celle des petits singes, dépassait de leur combinaison. Ils se tenaient l'un à côté de l'autre, identiques dans leur apparence comme dans leurs mouvements. Ils plongèrent les mains dans les poches de leur combinaison et en ressortirent une balle, puis une autre et encore une autre. « Des jongleurs !» se dit Perceval en savourant à l'avance leurs prestations. C'étaient en effet des jongleurs, et des jongleurs de talent en plus. Une première balle s'envola en l'air, une deuxième, une troisième. Les balles volaient tellement vite entre les mains des artistes qu'on ne pouvait plus en définir ni la couleur ni le nombre. Les musiciens jouaient une musique joyeuse, rythmée par la vitesse des balles, et les balles volaient dans l'air, volaient. Mais le plus impressionnant, c'était cette synchronisation parfaite entre les 2 amis. Quand la balle de l'un atteignait son point le plus haut, la balle de l'autre atteignait elle aussi ce point au même instant, comme si elles étaient reliées entre elles par un fil invisible. Puis, sans même ralentir le rythme, les 2 amis se tournèrent l'un vers l'autre, les balles de l'un allant atterrir dans les mains de l'autre et vice-versa. Il y avait encore plus de balles qui volaient dans l'air, que nos 2 artistes saisissaient avec une habileté confondante. Ils reprirent leur position initiale, l'un à côté de l'autre, et peu à peu, ralentissant le rythme, ils laissèrent tomber leurs balles les unes après les autres. Quand ils n'eurent plus qu'une balle dans chaque main, ils s'inclinèrent en avant, saluant de ce fait leur public. Ils furent applaudis avec enthousiasme. On avait apprécié leur magnifique prestation. Les 2 amis se baissèrent, ramassant rapidement les balles tombées au sol, qu'ils glissèrent au fond de leur poche et disparurent dans la foule. La musique s'étant interrompue un instant, le musicien, celui qui avait incité les enfants à former la farandole, s'adressa au public, les invitant d'un grand geste de la main à venir se restaurer auprès du buffet. Tout le monde ou presque répondit à l'invitation, seuls restèrent assis quelques personnes. Soit elles n'avaient pas encore assez faim, ou bien, comme nos 2 petits lutins, n'éprouvaient pas le besoin de se nourrir. À l'allure où ils s'empiffrent, il ne restera bientôt plus grand-chose à manger, susurra Feu à l'oreille de son ami. « Tu crois ?» répondit Perceval, tout aussi discrètement. « Ben oui, regarde combien ils sont autour des tables, » ajouta en pouffant le petit lutin. Perceval observa curieusement les convives agglutinés autour du buffet. Il reconnut le géant Constantin qui riait avec ses amis. Celui-ci, se sentant sans doute observé, tourna un instant la tête dans leur direction. Il leur fit un grand signe de la main, avec ce sourire en coin qui le caractérisait tant. Il reconnut ensuite Templeton, ainsi que sa femme. Eux aussi étaient entourés d'amis. Un peu plus loin, il vit Mamalotti et sa ribambelle de petites souris qui couraient un peu partout. Elle était en grande discussion avec une autre souris.
l'une de ses nombreuses cousines sans doute. De sa voix forte, le musicien invita tout le monde à rejoindre sa place. Quand tout le monde fut installé, 5 jeunes filles, absolument identiques, vinrent se positionner face au public, se tenant les unes à côté des autres. Elles avaient de longs cheveux roux, légèrement ondulés. Elles étaient habillées en vert des pieds à la tête. Elles portaient une petite jupette, une veste ajustée et de grandes bottes. En fait, c'était le costume vert et les longs cheveux roux qui donnaient l'impression qu'elles se ressemblaient. De près, on pouvait voir la différence. Elles se tenaient immobiles, les mains croisées dans le dos, elles attendaient. Elles attendaient quoi? 2 jeunes hommes, eux aussi vêtus de vert, firent leur apparition. C'étaient des violonistes, comme le prouvait l'instrument en leur possession. Ils se positionnèrent légèrement en retrait de leurs compagnes et la musique envoûtante des violons résonna dans toutes les oreilles. Comme subissant un sortilège incontrôlable, les jambes des danseuses se mirent à bouger au rythme de la musique. D'abord lentement, puis de plus en plus vite, au fur et à mesure que la complainte des violons s'accélérait. Les jupettes voletaient, les longs cheveux s'agitaient dans l'air. Le plus surprenant, c'était le petit bruit que produisaient les pieds des danseuses en frappant le sol. Un petit claquement, un petit bruit de claquettes. Or, c'était sur l'herbe que dansaient les jeunes filles, pas sur un plancher de bois. L'archet des violonistes allait et venait de plus en plus vite sur les cordes frémissantes, entraînant les danseuses à accélérer le rythme. Les violonistes semblaient possédés par leur propre musique. Puis le tempo changea, devint plus lent, plus doux, presque imperceptible. Et les danseuses, qui subissaient encore l'envoûtement de la musique, ralentirent le rythme de leur danse pour s'immobiliser tout à fait quand la dernière note s'éleva dans le ciel. Quand leur prestation fut terminée, un tonnerre d'applaudissements retentit dans la clairière, effaçant par cela la dernière note encore suspendue dans l'air. Les jeunes filles saluèrent gracieusement, les violonistes s'inclinèrent en avant et tous retournèrent se fondre dans l'anonymat de la foule. Les musiciens restés silencieux pendant la démonstration des jeunes gens reprirent leurs instruments et bientôt résonna dans la clairière cet air joyeux qui accompagnait les festivités.